Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live Startup ce soir sur WeSeed. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Jay et Étienne, qui sont les deux cofondateurs de la société Helios Light, qui est actuellement en collecte sur WeSeed depuis maintenant quelques semaines. Alors pour les WeSeeders qui assistent au webinaire et qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister à ce type d'événement, donc pour introduire ce webinaire, je vais vous rappeler le déroulé. Donc une fois que cette courte introduction sera terminée, je passerai la main à Jay et Étienne qui présenteront plus en détail l'activité d'Elos Light, les enjeux de la levée de fonds, pourquoi ils ont décidé de faire appel à WeSeed et aux WeSeeders. Et ensuite, dans un second temps, on passera à une phase de questions-réponses. Euh, donc en gros, si vous souhaitez poser vos questions, vous avez une bulle Q et R en bas au milieu de votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Jay et Étienne qui répondront avec plaisir. Messieurs, je vous passe la main, je vous laisse vous présenter et après partager votre document de présentation. Et moi, je vous retrouve dans un second temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Maxime. C'est un plaisir pour nous également de tenir ce live avec WeSeed. C'est un événement important pour nous et pour le développement d'Heliostate d'être de retour sur WeSeed. On a en effet démarré en 2019 avec une première campagne qui n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, comme à l'époque, Étienne et moi, nous sommes les cofondateurs d'Heliostate. Je suis Jay Boardman, d'origine américaine en France depuis 30 ans, et plutôt côté développement finance et bizdev chez Renault, après banque d'investissement. Et je rapporte à Helios Light, donc tout l'accompagnement du côté développement technique entre les mains d'Étienne. Bonjour à tous, je suis Étienne Ménard. Donc, moi, je m'occupe, comme je l'ai indiqué, de la partie développement des technologies, avec beaucoup de mécanique, d'électronique, d'informatique. On fait des choses très différentes et tout ça surtout dans le domaine des énergies renouvelables et particulièrement des structures de support de panneaux solaires qu'on va vous présenter. Donc, à l'écran, vous voyez un exemple de notre plus grand projet installé aux Émirats. Nous avons eu la chance d'avoir une grande ouverture vers l'international dès la création d'Heliostate. La première vente était au Maroc pour des structures photovoltaïques avec des modules à haute concentration. Et depuis, on a développé notre positionnement et notre business model. Mais on souhaite plutôt revenir sur le contexte. Donc, là, malheureusement, l'écran ne bouge pas. Maxime, tu as la main aussi. Oui, alors je vois bien votre écran, mais c'est vrai que les slides ne passent pas. Est-ce que de votre côté, Ouais. elles passent les slides? Non, on est resté sur la Non? C'est première. la première. Alors Ouais, je peux partager mon écran du coup. faut toujours un bug, hein. Donc, Alors, attendez, je vous coupe. Hop. pour nous, c'est important d'inscrire Heliostate dans un contexte. Et ce contexte est évidemment, comme évoqué Étienne, autour de l'énergie, notamment photovoltaïque. Et depuis un peu de temps, le monde a beaucoup évolué. Euh, pas forcément favorablement, mais ce contexte est plein d'opportunités, non pas d'angoisse, mais une opportunité de devenir acteur. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé à WeSeed pour trouver cette notion d'être acteur de changement par rapport à une situation on peut parler d'évolution de coût de l'énergie, également donc des soucis autour de le changement climatique. Et dans ce contexte, nous développons des structures qui sont en bonne adéquation avec ce contexte. Et si Maxime peut passer le deuxième slide, ce serait parfait. Voilà, donc c'est une manière d'associer les méga tendances de l'énergie que je viens d'évoquer
avec nos produits qui, pour la plupart, s'adressent à l'autoconsommation avec de multiples applications. Et pour rappeler que Heliostate est concepteur et qui travaille avec un réseau de partenaires pour la fabrication et la commercialisation donc, de nos produits. Et aujourd'hui, nous sommes dans un appel d'action. Donc, vous donnant l'opportunité de devenir un acte du changement par votre investissement et voire même votre intérêt pour le gain de notre produit. Si on peut passer au troisième slide. Merci. Donc, en effet, depuis 2013, l'année de création d'Heliostate, on a développé plusieurs produits et plusieurs produits qui ont généré des revenus tout de suite. C'est la notion de notre esprit de développement en passant d'une structure qu'on appelle Heliostrack en deux versions, Biax et par suite un axe MI que nous commercialisons toujours. Et puis par suite, en passant vers le domaine des photovoltaïques flottants, qui aujourd'hui bénéficie d'un partenariat très fort sous forme de licence mondiale exclusive avec un grand groupe français. Ça, grâce à la créativité d'Étienne, il présentera tout de suite après la Helios Box, qui est inspirée de ce produit flottant. Et maintenant, on a commencé la commercialisation et le développement d'un produit qu'on appelle Helios Sense, que vous voyez en bas de l'écran. Donc, grâce à cet temps et de cette manière de travailler sur l'innovation technologique, Heliostate a éprouvé notre manière de mettre au point et par suite avec des partenaires de commercialiser les produits. La chronologie que vous voyez devant vous est la manière que nous prévoyons entre la phase de développement et la phase de mise en place de partenariat, d'atteindre donc une production industrielle de nos produits qui, de ce fait, donc assurera l'autonomie financière, le retour sur investissement pour Heliostate. Je peux passer au quatrième slide. En complément de phase de développement, c'est important d'évoquer donc comment la fabrication est organisée en sous-traitance avec les partenaires d'Heliostate et également donc comment on a diversifié, notamment avec le produit Helios Box que vous voyez au milieu de l'écran, 3 vecteurs pour aller vers le marché. Donc, en fonction du marché qui est un marché segmenté avec des canaux de distribution spécifiques par le client final. On reviendra un peu dessus, donc, mais c'est important de concevoir que le business model d'Heliostate repose à la fois sur le développement de technologies et des partenariats pour la fabrication et la vente de nos produits, parfois non pas sous le nom d'Heliostate, mais sous le nom d'un licencié, ou bien sous le nom d'Heliostate au travers des distributeurs déjà bien implantés autour des produits photovoltaïques. Je vais passer la main maintenant à Étienne, qui vous présentera plus en détail nos produits. C'est le 5e slide, Maxime. Merci. Voilà, donc le système de tracker Anaxenmi, c'est le 2e type de tracker qu'on a développé. On avait commencé par le développement d'un tracker Biax, mais typiquement les trackers Biax en fait sont pas assez compétitifs pour fonctionner avec des modules classiques monocristallins. On a développé du coup ce système de tracker Anaxenmi pour trouver un compromis entre un tracker Biax et un tracker Anax qui est typiquement utilisé aujourd'hui sur les grandes centrales. Et avec un tracker Anaxenmi, on arrive à obtenir à peu près 90% du gain productif qu'on obtient avec un tracker Biax, mais par contre avec une structure qui est beaucoup moins coûteuse, parce qu'elle utilise à peu près 2 fois moins de métal qu'une structure de tracker Biax conventionnel, et un système en fait de châssis qui permet de répartir astucieusement les charges sur plusieurs points au niveau des ancrages au niveau du sol, ce qui permet de réduire aussi très fortement le coût des fondations, qui représente un coût important pour ces systèmes-là. Donc on est sur les systèmes qui permettent de supporter 12 panneaux solaires, donc des trackers qui sont un peu plus à taille humaine que les trackers Biax on voit aujourd'hui sur le marché, avec des systèmes avec une hauteur limitée inférieure à 3 mètres pour avoir une prise de vent qui est plus faible
par rapport au système Tracker Biax qu'on voit typiquement sur ces marchés-là. Donc, c'est un produit qui est avant tout destiné aux clients industriels pour faire de l'autoconsommation industrielle. Je vais passer peut-être à la planche suivante, s'il te plaît. Donc après la demande en fait du centre ingénierie hydraulique d'EDF, on avait initié en fait le développement d'un système flottant pour répondre aux attentes d'un client comme EDF pour les barrages hydrauliques, avec un système notamment qui soit beaucoup plus sûr d'un point de vue sûreté d'utilisation et pour faciliter aussi la maintenance. Et on a développé un système de flotteur qui utilise une structure qui est tout en aluminium, alors que sur le marché des centrales flottantes aujourd'hui, la plupart des systèmes existants utilisent des flotteurs en plastique qui sont fabriqués typiquement par injection soufflage et qui utilisent une quantité de plastique très très importante, donc typiquement de l'ordre de 50 tonnes par mégawatt. Donc on a développé une structure qui est beaucoup plus respectueuse de l'utilisation de matière, avec de l'aluminium qui est facilement recyclable, qui permet de baisser fortement aussi l'empreinte carbone de la structure, étant donné qu'on peut faire des structures avec une grosse partie de l'aluminium qui est recyclable à l'infini. Et la grosse innovation au niveau de cette solution, c'est sur la méthode d'assemblage et de fabrication, où au lieu de transporter des flotteurs en plastique qui prennent beaucoup de volume, on vient fabriquer en fait directement sur site les flotteurs en convertissant des bandes d'aluminium en tubes. Donc c'est une solution qui est très innovante et qui a retenu donc l'intérêt d'un partenaire industriel qui va s'occuper sous licence de commercialiser cette solution dans le monde entier. Je peux peut-être évoquer le brevet qui est associé avec le produit. Ouais. Donc on a déposé un brevet sur le procédé en fait de fabrication qui est très différenciant par rapport à ce qui a pu être fait dans ce domaine-là jusqu'à présent. Et donc ce brevet protège à la fois la société qui va la commercialiser, mais aussi ça protège, je dirais, la rente sous forme de redevance attendue par Heliostate sur la commercialisation par ce grand groupe industriel. Actuellement, on a un projet pilote sur à Courchevel. Vous avez peut-être vu une vidéo qu'on a postée sur le site, et on continue en fait le développement d'un autre projet avec la Société des Trois-Vallées qui s'occupe du domaine skiable de Courchevel, pour un projet de 250 kW avec cette technologie, avec une variante légèrement différente pour une structure est-ouest en système flottant. Voilà, donc tu peux passer à la planche suivante, Maxime. Et plus récemment, on a initié le développement d'une nouvelle structure qui est plus destinée aux installations au sol ou en toiture, avec un produit qu'on appelle HelioBox, qui est un système de backlesté en fait, qui utilise très peu de références de pièces, avec une structure extrêmement légère et très efficace dans l'utilisation de quantité de matière, parce qu'elle est typiquement à peu près 2 fois moins lourde que les structures concurrentes aujourd'hui qu'on trouve pour les installations en toiture, et un système de montage uniquement par clipsage des différentes pièces qui permet d'éviter d'avoir à serrer des boulons, donc un système qui est très simple au niveau montage, et qui va être décliné en 2 variantes différentes. On va prochainement faire une première prévente avec Oscaro Power pour les particuliers de la variante Est-Ouest que vous pouvez voir en bas à gauche de cette figure. Et on est en train de finir la mise au point d'une variante Sud qui va utiliser les mêmes caissons, mais avec un autre système de bride qui va permettre d'utiliser les mêmes structures pour pouvoir faire aussi une variante Sud. Et la solution pour les professionnels sera commercialisée par Kranich Solar, qui va s'occuper de distribuer ces 2 solutions en fait auprès des installateurs. Alors, j'aimerais bien que tu évoques l'aspect logistique associé à ce produit et la légèreté. En quoi ça permet de gagner en compétitivité? Alors, initialement, donc, on avait débuté le développement de cette solution. C'est parti du système en fait flottant avec système de tubes. Et rapidement, on a fait évoluer la structure pour pouvoir faire en fait des bacs qui soient empilables les uns sur les autres, ce qui permet à la fois de simplifier la distribution, le transport, et d'avoir un coût de structure qui est beaucoup plus faible, étant donné qu'on pourra à terme en fait fabriquer ces bacs en utilisant en fait des procédés de fabrication qu'on appelle en fait formage à froid, qui permettent de fabriquer en fait des kilomètres de profil par heure de manière très efficace.
Donc, ça permet d'avoir une structure qui utilise de la tôle, en fait, en acier fine, qui va utiliser une nuance un petit peu particulière qu'on appelle magnélis pour avoir une très bonne résistance à la corrosion dans le temps. Et puis, c'est encore un produit breveté. Oui. Tu peux dire quelques mots sur le brevet? Sur le brevet, donc on a récemment déposé une demande de brevet pour cette structure qui va nous permettre de protéger en fait les deux variantes, la variante sud et est-ouest, avec ce procédé assez innovant en fait d'assemblage avec un système en U et deux capots qui sont assemblés ensemble par clipage. Alors, si vous, comme nous, vous intéressez au marché photovoltaïque, vous êtes probablement destinataire de beaucoup d'informations sur des kits d'autoconsommation pour les particuliers, et donc qui semblent assez semblables entre eux. Donc, je pense qu'un point qui est très important que, Étienne, tu peux développer sur les essais en soufflerie, l'ETN, qui sont donc une manière et des essais de résistance mécanique qui renchérit pas le coût du produit, mais permet de bien démarquer le produit par sa fiabilité et robustesse. Oui, tout à fait. Donc là, on envisage de mettre en fait sur le marché le même produit, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Et donc la version qui sera destinée aux professionnels en fait va être sous ETN. C'est une enquête technique nouvelle qui est une validation en fait par un bureau de contrôle de l'ensemble en fait du procédé de montage de la structure, compatibilité avec une intégration sur la toiture du bâtiment. Et en amont donc, de cette validation par le bureau de contrôle, on réalise des essais en soufflerie avec la soufflerie Eiffel à Paris, qui nous permet de calculer en fait les efforts sur la structure, dimensionner les ballasts. Je ne vais pas parler des ballasts, mais en fait les caissons sont faits pour être remplis avec du gravat ou du tout venant, ce qui va permettre aussi d'envisager des installations sur par exemple des sites d'anciennes décharges où on peut envisager de réutiliser des matériaux de construction pour remplir en fait ces ballasts, ce qui va aussi permettre de réduire en fait le coût total de la solution par rapport aux solutions qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, où c'est soit des lambris de béton, soit des blocs de béton qui sont utilisés pour faire les fondations. Donc là, on va avoir une solution qui est beaucoup moins coûteuse d'un point de vue mise en place et plus respectueuse aussi de l'environnement, parce qu'on va pouvoir utiliser des matériaux en vrac ou des matériaux recyclés pour assurer le lestage des structures. Nickel, merci. Maxime, si on peut passer l'autre slide. Voilà, vous avez eu l'essentiel et les slides, nos produits. Mais maintenant, si on essaie de passer de produits à une vision financière, vous voyez à l'écran nos résultats prévisionnels qui permet de projeter l'évolution de chiffre d'affaires global d'Heliosite en s'appuyant sur un gamme de produits diversifiés. Heliostract, le tracker dit Anaximi aussi, le flottant qui va être commercialisé cette année par le grand groupe industriel, et puis par la suite Heliosbox avec de multiples débouchés. Heliosense, on peut revenir dessus si le temps le permet, est un nouveau produit issu de notre savoir-faire de capteurs et de contrôleurs avec des cartes électroniques et aussi communication à distance. Tout ceci, donc, c'est important d'avoir cette vision multi-produits, multi-segments, multi-partenaires de Heliosite. Je peux dire que c'est pas terminé parce qu'il y a encore d'autres idées à mettre en œuvre autour de cette gamme et voire même d'autres produits qui peuvent être envisagés par la suite. Donc, on peut revenir plus en détail sur si vous avez des questions. Je fais l'hypothèse ici que il y a 400 000 euros donc levés avec WICID, mais nous escomptons atteindre jusqu'à 500 000 euros avant le 11 juin prochain. Ici, on donne un peu nos points forts qui concernent donc l'expérience de 10 ans de développement de nouveaux produits. Évidemment, de réseaux de clients, de partenaires qui maintenant viennent nous voir, nous sollicitent pour de nouveaux produits, d'expérimentation avec à répétition, qui donne la matière de passer de phase concept à justement des produits qui sont prêts pour être mis sur le marché.
Évidemment, dans cet développement, on a un pilier qui est le contrat avec également sur le flottant, mais aussi avec deux manières de distribuer notre produit Helios Box pour des segments très complémentaires. Le sens que nous voulons donner à cette collecte, c'est la manière justement d'accélérer notre développement, notamment commercial. Il y a évidemment donc pour la poursuite du développement des produits, des essais en soufflerie qui vont être menés, le renforcement de protection sous forme de brevets, et aussi le renforcement des équipes, recrutement, ça veut dire chez le site, et aussi d'autres collaborations qu'on peut imaginer pour des gens qui viendraient ponctuellement donc chez nous. Voilà, nous sommes maintenant donc à la fin de notre présentation et nous sommes ravis de répondre à vos questions. Merci à tous les deux pour la présentation. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Merci pour la présentation, c'était très clair. Du coup, on va passer à la seconde partie de questions-réponses. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, vous avez la possibilité de poser directement vos questions à Jay et Étienne. Vous avez une bulle Q&R en bas au milieu de votre écran. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser aux dirigeants d'Helios Light. Alors, messieurs, on va commencer avec la première question. Première question de la part de François. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les partenaires commerciaux que vous avez évoqués? C'était plus en début de présentation. Oui, très bien. Peut-être on peut développer davantage qui sont des sociétés Kranich. C'est un des premiers distributeurs au monde dans le secteur photovoltaïque. Et je trouve c'est une très bonne collaboration qui porte sur la commercialisation, mais comme on collabore depuis 10 mois, bientôt, ou 10 mois à peu près avec eux, on les a associés à nos interrogations techniques. Comme il s'agit d'une société allemande qui a été parmi les pionniers dans le photovoltaïque, ils ont une très bonne maîtrise technique des besoins des clients et aussi des produits pour nos concurrents. Et de ce fait, donc, ils nous ont challengé sur justement donc certaines solutions, certaines attentes du marché. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'une boîte aux lettres qui attend donc que notre produit soit en état d'être mis sur le marché, mais un partenaire pour justement développer des supports aussi de marketing. La semaine prochaine, nous allons chez eux à Féline pour tourner une vidéo pour justement donc préparer donc le pré-lancement pour démontrer la facilité de montage et de pose des modules. Ça va être réalisé avec Étienne comme vedette avec quelqu'un d'autre de Kranich pour préparer un événement commercial qui aura lieu fin juin, début juillet. Étienne, est-ce que tu vas ajouter autre chose pour Kranich en particulier? Sur Kranich, non, donc Kranich vend uniquement auprès des installateurs, donc ils se fournissent typiquement en structure, en onduleur, en système de câblage en fait pour les centrales solaires. Et on conserve, nous, en interne, la possibilité, puisqu'on est sollicité par des développeurs en fait de grandes centrales, pour pouvoir faire des ventes en direct de la structure pour des grands projets. Donc, par exemple, je parlais des centrales au sol pour les centres d'enfouissement. Donc, typiquement, là, on aura des ventes en direct. Et pour les particuliers, donc Kranich ne fournit pas en fait de système pour les particuliers. Et comme notre solution permet d'adresser aussi ce segment de marché-là, on a mis en place un partenariat avec Oscaro Power qui est lui vraiment orienté sur la distribution de petits kits clés en main pour les particuliers. Donc le système sera prochainement listé sur le site d'Oscaro Power et on va organiser une pré-vente en fait qui sera ouverte bien sûr au WICIDER
vous aurez l'occasion d'acheter votre kit pour faire de l'autoconsommation à la maison si vous le souhaitez. Ouais. Alors, donc, cette collaboration autour d'Aliusbox est très différente par rapport à la collaboration que nous avons commencé en juin 2021 avec le grand groupe français Solar Flottant. Ce grand groupe français a déjà une petite activité dans le domaine photovoltaïque et souhaite étendre donc sa présence et sa gamme mondialement. Ils sont à l'affût de chercher des technologies différenciantes et compte tenu de la maturité que nous avons démontrée avec des projets pilotes, Étienne évoqué la collaboration avec EDF, le Centre d'ingénierie hydraulique, et aussi que nous avons fait avec OnePark sur une base aquatique. Donc, ce grand groupe était convaincu que le produit de base était suffisamment mature pour entrer dans un accord de collaboration. Et donc, pendant 18 mois, donc, on a eu une période remunérée où un total de 500 000 € ont été versés par ce groupe à Heliostate pour transférer notre savoir-faire, transférer également un portefeuille de commercial, donc de contact avec des développeurs actifs dans le domaine de PV flottant et aussi de tenir compte d'une assistance technique. Cette étape est achevée avec succès novembre dernier et donc nous entrons dans la période décidée par ce grand groupe de commercialisation. Nous n'avons pas la possibilité de divulguer le nom de ce grand groupe français, mais ils le feront prochainement pour faire connaître donc la commercialisation de ce produit sous leur propre nom. Et puis, on a également donc un exemple d'une autre forme de collaboration avec la Société des Trois Vallées à Courchevel. On a communiqué un peu avec une vidéo et d'autres choses. C'est avant même d'avoir un produit qui va être commercialisé par le groupe en question sur le flottant, la Société des Trois Vallées, compte tenu de l'intérêt stratégique pour le photovoltaïque en montagne, nous ont retenu pour faire des expérimentations. Alors, la première expérimentation en hiver était cofinancée par EDF dans l'intérêt de tester une application peut-être destinée au barrage en altitude. La deuxième expérimentation était financée par Heliostate et maintenant le troisième qui est en cours est financé par la Société des Trois Vallées. Voilà, on a d'autres collaborations qui sont un peu de moins grande envergure, mais l'objectif de ces collaborations, c'est de sortir de nos quatre murs, notre atelier, pour tester nos produits, nos idées dans les sites réels avec des clients potentiels. Donc, on peut appeler ça des early adopters, et c'est ça le sens qu'on donne à ces collaborations. Ok. J'espère que nous avons répondu longuement, mais Ouais, à la question. Je pense que c'était bien complet, mais ici, voilà, vous avez des compléments, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, on a une question, alors plus chiffrée, alors je crois que c'était présenté dans les slides. Combien de trackers vous avez installés à date, combien de clients et le CA, enfin le chiffre d'affaires que ça représente. Voilà, si vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur les différents produits que vous avez, que vous commercialisez. Oui, très bien. Alors, Maxime, si vous pouvez revenir, projeter le slide. Je dis ça, normalement, c'est dans le deck 13. Hop. 13. Ça donne une vision historique du chiffre d'affaires qui a été généré. J'espère que c'est suffisamment important. Donc, voilà. C'est bon. C'est bon. Donc, on essaie de récapituler donc la vision de l'activité et quel produit a généré quel revenu et dans combien de pays. La question sur le tracker 1,5, c'est le deuxième produit pour lequel on a eu une collaboration étroite avec Anywhere.
Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 350 exemplaires installés dans 8 pays. Et ça a généré un chiffre d'affaires, c'est pour les premières années de 2016 à 2022, je dirais de l'ordre de un peu plus de 350, proche de 400 000 euros. Et donc la différence avec à peu près les 2 millions d'euros de revenus espérés, c'est ce qui va venir. Donc en fonction de notre conjoncture aujourd'hui. Parce que en 2016, en France, le coût de l'énergie était beaucoup plus bas, sans volatilité, et donc l'incitation pour l'autoconsommation était très faible. Le monde a radicalement évolué, notamment en France, qui explique donc notre visibilité à développer ce produit en France. Et aujourd'hui même, on a 25 trackers donc, qui sont en cours de livraison pour 4 développeurs différents en France, donc dont certains parlent déjà de fait de commander d'autres produits. Voilà. Oui, on a un regain d'intérêt très important pour ce produit en France, alors que c'est un produit qu'on avait vendu principalement à l'étranger, mais le fait de la crise énergétique et du fait que c'est un produit qui effectivement répond très bien aux besoins en fait de l'autoconsommation industrielle, fait que on a beaucoup d'installateurs qui nous ont recontactés ces derniers temps pour nous demander si on avait la possibilité de livrer ce système de tracker en accès. Et même Kranich, qui était sorti de la distribution d'un tracker de la compétition, a ouvert donc la possibilité de vendre par son réseau notre produit. Donc il y a 3 trackers qui sont des premières ventes inattendues au travers de distributeur Kranich. Et si ça se passe bien comme nous le comptons faire, donc ça va certainement ouvrir d'autres opportunités de vente de ce produit via Kranich. Ok, merci. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et revenir aux questions. Ok, donc la question, combien de trackers installés, combien de clients, ça a réalisé, vous y avez répondu. Ensuite, une question de François sur les brevets. Alors, je crois que Étienne y a répondu au fur et à mesure de la présentation des différents produits, mais on peut revenir dessus. Combien de brevets avez-vous déposé sur la société Helios Light? La société Helios Light, je crois qu'on est à 6 ou 7 maintenant. 6 ou 7. Ouais. Mais à peu près, Étienne est à une quarantaine, Étienne, 45 à peu près. Donc, compte tenu de la phase très créative quand tu étais aux États-Unis, donc des études de doctorat. On a aussi arbitré pour le tracker BIAX de ne pas entretenir le brevet, de ne pas donc payer des indemnités parce que comme mentionné par Étienne, on n'avait pas assez de visibilité sur la rentabilité de ce produit, reconnu mondialement comme étant le meilleur tracker BIAX, mais pour un segment du marché qui n'a jamais émergé de manière industrielle. Et donc, c'est pas parce qu'on a gagné un brevet avec autant de revendications qu'on est collé à payer des indemnités qui peuvent être assez coûteux, donc en fonction du nombre de pays choisis. Voilà. Je pense qu'il faut retenir que chaque produit a un brevet, souvent avec entre 18 à 25 revendications aussi, qui est aussi un point fort. Et jusqu'à présent, j'espère que ça va être le cas pour la Helios Box. Les brevets ont passé les 3 critères impeccablement, donc avec toutes les revendications. Et donc, on est très fiers de ce résultat. J'ajouterais par rapport à ça, ce qui est intéressant de fait de disposer des brevets, c'est clairement un atout pour entrer dans les ou voire même une condition pour entrer dans les accords de licence, parce que ça constitue une barrière d'entrée pour la concurrence.
Je dirais que c'est un peu l'ADN aussi d'Helioslide de développer des solutions qui sont vraiment innovantes par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché et donc qui sont en général assez facilement brevetables, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on développe voilà, des systèmes qui sont juste une amélioration ou par rapport à ce qui a déjà été fait. Mais avec Helioslide, on développe vraiment des structures très innovantes par rapport à ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Ok, merci. Ensuite, une question. Alors, on va revenir sur le sujet du chiffre d'affaires. Tout à l'heure, vous avez présenté, je crois, un chiffre d'affaires prévisionnel en 2023 aux alentours des 800-900 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cet objectif? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt sur la bonne route pour les atteindre? Oui, très bien. Merci, merci pour cette question. Il faut savoir qu'il n'y a pas de saisonnalité de nos ventes. Aujourd'hui, même si le chiffre d'affaires engrangé que nous reconnaissons à l'expédition de nos produits reste faible, on a confiance de pouvoir atteindre à peu près ce chiffre de faire pour 2023. Ce qui est important, c'est pas tant le chiffre d'affaires en 2023, mais la dynamique qui est mise en place. Et ça, c'est ce qui est clé avec le soutien que nous avons vraiment, je trouve, impressionnant de Kranich, qui mobilise ses équipes en France pour à la fois préparer des vidéos, des documentations et également organiser un événement commercial donc sous le nom de Kranich. Et donc ça, c'est clairement donc un facteur de succès important. La commercialisation pour des questions de maturité et d'obtention, surtout de ce qu'un métier a évoqué, la certification technique, l'enquête technologie nouvelle, que nous attendons fin juin, début juillet, est un critère préliminaire et préalable à la commercialisation. Et donc la commercialisation de ce produit est prévue en septembre parce qu'en été, donc il n'y a pas beaucoup d'activités, il y a un peu de saisonnalité côté Kranich. Par contre, comme évoqué par Étienne, nous attendons que Oscar Power, pour des particuliers, prépare les mises en vente de Helios Box avant fin mai. J'ajouterai à cela aussi que le fort intérêt pour notre tracker un axe et demi aussi ne se démord pas et avant même la réception de la première commande, il y a certains clients qui parlent déjà de nouvelles commandes. Voilà, donc globalement, on est confiante pour être dans la dynamique de 2023 et surtout donc dans la forte progression attendue par la suite avec le lancement commercial de Helios Box et le retour aussi avec le flottant. Étienne, je pense que tu veux ajouter autre chose? Oui, tout à fait. Après, ce qui va nous permettre surtout de nous démarquer au niveau de cette solution Heliobox, ce qui est le plus important, c'est la quantité en fait de matière d'acier qui est utilisée pour cette structure par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché et qui va nous permettre d'avoir un prix très concurrentiel par rapport aux structures existantes sur le marché. Et le marché globalement du solaire étant en forte croissance sur à peu près tous les segments, on a des très belles perspectives de développement avec ce produit. Ok, merci. Merci. Donc, sur le sujet de la levée de fonds, donc ce que vous recherchez, c'est une collecte autour des 400 000 euros sur WeSeed. Est-ce que vous pouvez rappeler les enjeux? Et une autre question, si le montant collecté était un peu plus faible, quels impacts ça aurait pour Helioslide? Oui, merci. Alors, en effet, on cherche à lever 400 000 avec un minimum de 300 000. Avec 300 000, on serait capable de poursuivre tel que prévu le plan de développement, pas avec la même dynamique, la même accélération. Étienne a évoqué le sujet de
notre montée en cadence de Helios Box, qui nécessite aussi l'achat de matières premières avant de pouvoir récolter le chiffre d'affaires. Et donc, en complément, comme j'ai évoqué, le fait de poursuivre les essais en soufflerie pour d'autres variantes de Helios Box et de procéder à le dépôt de brevets ailleurs sur ce produit, etc., qui sont des dépenses autour du développement de produits. On veut être plus présent dans les salons et aussi dans les manières de communiquer, d'entrer en contact avec des installateurs. Aujourd'hui, on est, je dirais, plutôt passif. Notre notoriété, visibilité est suffisante pour que les installateurs viennent nous chercher, mais nous voulons changer de dynamique et aller justement donc avec une campagne d'entrer en contact avec les développeurs, les installateurs pour capter justement, je dirais donc un très bon travail par un concurrent qui s'appelle OKWind, une société qui a justement donc s'est introduite en bourse et qui a récemment déclaré qu'ils sont en hyper croissance. Leur travail de marketing et de vente et installation d'un tracker biax est un grand atout pour nous parce que ça permet de familiariser le marché avec un produit de tracker à plus grande échelle, mais aussi ça incite beaucoup d'installateurs à chercher un produit comparable parce que OKWind commercialise et une offre clé en main, savoir depuis les premières démarches de permis de permis de construire jusqu'à la mise en place par les propres équipes de OKWind. Donc, ils ne laissent pas de place aux installateurs et c'est comme ça que plusieurs installateurs nous ont contactés pour pouvoir agir dans les mêmes régions avec un produit concurrent et d'ailleurs plus compétitif et plus adaptable par rapport à OKWind, par rapport à ça. Donc, oui, nous pouvons continuer notre plan de développement avec un collecte de 300 000 et moduler nos besoins en fonction de quel est le montant collecté, nos besoins d'embauche, de sous-traitance, d'achat de matières, de marketing, de présence sur les salons, pour capter les opportunités. Et on sera donc, comme je disais, modulé en fonction de la rapidité et les montants qui sont collectés par WICID d'ici le 11 juin. Étienne, est-ce que tu vas ajouter autre chose? Oui, non, après, aujourd'hui, on attend aussi pour avoir plus de visibilité sur la commercialisation du système flottant par le partenaire industriel, qui nous permet aussi d'avoir voilà, plus de visibilité sur les rentrées de royalties, donc ça sera sous la forme de royalties, pour la commercialisation de ce produit, qui peut aller aussi beaucoup plus vite en fonction de l'agressivité de ce partenaire. Donc aujourd'hui, dans notre BPR, on s'est basé sur des chiffres qui sont assez conservateurs sur la montée en cadence de ce produit-là. Ok, merci. Du coup, vous venez de parler d'un de vos concurrents. Plus généralement, comment est-ce que vous vous différenciez de ces concurrents, des solutions concurrentes qui existent sur le marché? Très bien. Si on peut revenir sur le slide numéro 5. Merci, Maxime. Alors, la différenciation est fondamentale et c'est très important que ça puisse se voir au niveau du coût. Et c'est le premier critère. Clairement, donc une différenciation par brevet, c'est bien, mais si on n'est pas capable de démontrer ça en performance économique et qui est aussi mesuré sous forme de retour sur investissement, on n'aura clairement pas de quoi développer notre produit.
Ce tableau, on essaie de résumer des facteurs de performance évoqués par Étienne. Si on peut revenir sur la première colonne structure. Donc, nous avons, grâce au design d'Étienne et son efficience, 20 watts par kilo de structure, là où une structure comme OKWind, qui se vend très bien, donc est à 5 watts par kilo. Évidemment, cette efficience se traduit dans un prix installé inférieur, de même que le fait d'alléger par un facteur de 2, donc la quantité de fondation par rapport à une puissance donnée est également un facteur qui améliore notre retour sur investissement, même si, comme évoqué par Étienne, le fait qu'on produit à peu près 10% moins d'énergie par watt installé sur les structures, on est largement gagnant pour justement démarquer notre produit sur le plan économique. Sur le plan également sur l'adaptabilité, nous avons des structures de 12 modules, là où la concurrence est plutôt à 40 à 60 modules. Et donc, ça permet d'ajuster la quantité de trackers, de puissance installée, qui permet de trouver aussi à la fois une adéquation en puissance, mais de nouveau, de bien calibrer donc le coût d'investissement par rapport à une capacité de consommation en autoconsommation. Et donc, ce sont tous les facteurs économiques. Et puis, la mise en œuvre de cette installation se fait sans grutage, tandis que une structure comme OKWind de guerre ou Tally nécessite des grues, donc un coût d'installation bien plus élevé par rapport à nous. Grue NSL pour intervenir. Grue NSL. Donc, et en cas de problème, en effet, de réparation de structure, donc il faut réintervenir avec des moyens beaucoup plus lourds. Et donc ça, c'est une première manière à démarquer notre structure. Un axe je rappelle Helios Track. Maintenant, si on peut passer peut-être sur le slide pour parler de notre Helios Box. On peut passer le slide, excusez-moi. 7. Et puis, Étienne, tu as déjà commenté. Comme je l'ai évoqué, donc c'est pas écrit sur la planche, mais on l'a sur une autre planche. En annexe, le poids en fait de la structure normalisé par rapport à la puissance installée est typiquement 2 fois inférieur par rapport à une structure équivalente en acier, par exemple une structure SDEC, donc on le voit sur la planche 25, sur laquelle tu viens de passer. Et par rapport à une structure en aluminium type K2 ou SDEC fait aussi une structure en aluminium, on a un poids de structure qui est à peu près comparable, mais avec une structure en acier, donc qui est beaucoup moins coûteuse à fabriquer qu'une structure en aluminium. Et donc on peut même pousser le comparatif par rapport aux autres types de structures qu'on trouve sur ce marché des systèmes ballastés, où il y a des systèmes qui existent aussi avec des ballasts en béton ou des systèmes de bac en plastique. Mais ces deux solutions-là sont beaucoup plus coûteuses, soit en production, soit d'un point de vue donc transport logistique. Les structures en béton sont très compliquées, très coûteuses à transporter. Et puis... Oui, non, Jay, je vous laisse terminer. Très bien. Si on peut remonter slide 6. J'avais mentionné le fait que Heliosite a transféré un portefeuille commercial qui faisait partie de la rémunération obtenue auprès de notre partenaire industriel. Nous avons pu tester la pertinence de cette différenciation. Étienne, tu as évoqué le choix de matière en alu au lieu de plastique. Et l'avantage de fabrication sur site. Donc ici, on voit qu'on réduit par un facteur de 3 donc le volume transporté.
et un facteur de l'ordre de 6 sur le bilan carbone. Et aussi, on sait maintenant que le temps d'assemblage est également donc réduit de manière plus importante qu'indiqué. Et aussi un facteur qui est de plus en plus présent dans l'esprit des développeurs, c'est les moyens de nettoyage et d'entretien des centrales. Compte tenu de la configuration de notre solution en allée avec voie navigable, Étienne, tu as inventé un plateforme flottant. Voilà, qui fait partie aussi des licences que l'on a transférées à ce groupe pour les moyens en fait qui sont mis en œuvre pour pouvoir faire la maintenance sur la centrale, qui se fait de manière très différente par rapport aux centrales classiques où il y a typiquement des allées de maintenance avec des flotteurs en plastique en plus installés pour pouvoir monter dessus et effectuer les opérations de maintenance, alors que sur la solution que l'on a conçue, on a des voies navigables qui permettent en fait d'accéder à l'ensemble de la centrale avec une plateforme de maintenance qui permet d'éviter d'avoir un surcoût en fait, et de rajouter des allées sur la centrale et de pouvoir aussi faire les opérations de maintenance dans de meilleures conditions de sécurité, étant donné que les opérateurs n'ont pas besoin de monter sur les structures pour effectuer les opérations de maintenance. C'est d'ailleurs un des points de départ en fait du cahier des charges que nous avait fixé le centre d'ingénierie hydraulique d'EDF, étant donné que pour les raisons de sécurité, eux n'acceptaient pas en fait qu'il y ait des opérateurs qui puissent monter sur les structures sur un barrage hydraulique parce que c'était pas acceptable d'un point de vue sécurité. C'était initialement, en fait, ça fait partie du cahier des charges et on se rend compte que c'est un réel avantage aussi d'un point de vue coût de maintenance sur les centrales. Ok, merci. Ensuite, on a 2 questions, donc qui n'ont pas trop de rapport, mais je vous les lis. Quelles sont les améliorations en termes de produits ou sur le plan technique que vous voulez implémenter sur vos produits existants ou sur de nouveaux produits? Et seconde question, quels sont les prochains recrutements que vous prévoyez? Ah bien. Étienne, tu peux évoquer le côté technique des améliorations? Alors, sur les Ou améliorations, sur le des système variantes. Heliobox, c'est surtout le lancement commercial, en fait, de commencer maintenant. On a développé la variante Est-Ouest, la variante inclinée Sud est quasiment prête. On vient de réaliser récemment des essais de charge sur cette version-là. On est en train de finaliser le design des pièces, donc elles seront toutes les deux lancées, avec un léger décalage dans un premier temps pour les installations pour les particuliers avec Oscaro Power et ensuite pour les professionnels avec Kranich, étant donné qu'on aura l'ETN cet été avec le bureau de contrôle. Donc là, il n'y a pas d'amélioration prévue initialement sur ce produit-là. Il faut surtout qu'on passe en production avec initialement des procédés de fabrication classiques avec du pliage. Et ensuite, on va évoluer au fur et à mesure que les volumes vont augmenter sur des moyens de production plus industriels avec des procédés de profilage à froid et d'emboutissage pour la fabrication en grande série des pièces. Donc les évolutions au niveau de ce produit, elles vont plus être au niveau des procédés de fabrication que sur le design du produit, parce qu'on a déjà conçu en fait le produit pour qu'il puisse être industrialisé à grande échelle avec des moyens de production optimisés. Donc ça fait partie des contraintes qu'on a déjà pris en compte. Après, on a une troisième variante sur laquelle on commence à travailler, mais ça fait partie, quelque part, des projets en développement dont on n'en a pas parlé encore dans cette présentation. Et sur le système flottant, aujourd'hui, on n'a pas d'autres développements, mais on va continuer à accompagner en fait l'industriel et d'autres bureaux d'études sur la partie développement en fait de systèmes d'acquisition pour faire en fait du monitoring de centrales flottantes. On développe notre système HelioSense pour pouvoir à la fois recueillir des données, mais aussi faire de la surveillance et planifier des opérations de maintenance préventive. Donc ça, c'est des nouveaux développements qui sont en cours, à la fois sur la partie électronique et sur la partie informatique pour le traitement des données. Avec la distribution par Kranich et Oscaro, je suis sûr que la HeliosBox, en tant que produit, est mature, mais le côté logistique, le côté manipulation, le gamme de montage et des choses comme ça, c'est sûr qu'il y aura des améliorations
au contact des premiers clients pour démontrer l'adaptabilité, rehausse pour étendre donc les différentes applications. Donc, en effet, le socle est solide et il sera bientôt certifié. Mais il y aura certainement autour de ça donc des améliorations, des adaptations pour rendre le produit encore plus adaptable et accroître les marchés. Concernant les embauches, donc on est devant aujourd'hui donc une gamme de produits assez variée. On a une activité informatique, électronique aussi, donc qui suscite beaucoup d'intérêt des développeurs aussi. Donc ça fait un appel à des compétences que nous avons déjà, mais aussi qu'il faut renforcer avec d'autres personnes. Donc dans l'équipe côté informatique, électronique, côté technico-commercial aussi. C'est important que nous renforçons donc notre capacité d'accompagner les installateurs dans la phase justement de réception de nos produits et également d'être capable je dirais donc de suivre la performance pour être sûr que les équipes côté développement ne sont pas accaparées par donc la phase opérationnelle. Nous avons des interrogations sur l'équipe plutôt achat, logistique. Ce sont pas des métiers étroitement associés avec le développement, mais évidemment liés à l'industrialisation de nos produits. On a tendance à vouloir soit sous-traiter, donc nous sommes en discussion avec des personnes bien chevronnées donc pour ce type d'activité, et aussi dans un désir de monter je dirais, en autonomie nos partenaires pour qu'on puisse fluidifier cet aspect de livraison pour qu'on puisse ne pas avoir à intervenir dans toute la gestion du supply chain de manière trop active. Certes, il faut surveiller, il faut maintenir la qualité, chercher à réduire les coûts, mais l'équipe ne devait pas être si important autour de ça. On a eu besoin aussi d'accompagnement de nos clients, surtout les installateurs, pour la partie installation, mise en service des installations, surtout pour les systèmes de tracker qui sont quand même beaucoup plus complexes à mettre en service que les structures fixes. Et donc aujourd'hui, ça fait partie des choses qui consomment une bonne partie de notre bande passante sur l'équipe de développement, et on renforcera probablement l'équipe pour pouvoir accompagner plus facilement nos clients sur ces marchés-là qui sont des installateurs sur la formation et la mise en service de ces installations avec un Slim Tracker. Voilà. Okay. Je pense c'est aussi important de rappeler que notre métier est de rester créateur de technologies. Et donc, l'idée, c'est de renouveler le portefeuille de produits, mais aussi de savoir, à un moment donné, par licence ou cession d'un produit, passer la main d'un produit comme le Helios-Track. C'est indiqué en 2025 que nous aimerions donc trouver une manière donc de confier le produit par vente du brevet et qu'une autre société le commercialiser sur son propre nom. Ok, merci. On se rapproche de la fin du live. On va prendre juste une dernière question. Et on se quittera sur ça. Je vous lis la question. Quels sont vos trois principaux défis à court terme? Oui, très bien. Merci. Donc, c'est les trois principaux défis. Je pense que ça revient aux embauches. Donc, que notre bande passante est trop limitée. Il faut tout faire. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Mais les embauches, ça prend du temps. Et c'est important on a la chance de travailler dans à la fois un lieu de savoir technologique, une région magnifique, mais aussi dans un secteur d'activité qui donne beaucoup de sens. Et donc, on aura donc la capacité d'embaucher et aussi de cibler de manière nos sous-traitances. Mais la bande passante est en effet donc le premier point de préoccupation à court terme.
Et puis, vous êtes plusieurs peut-être déjà constaté que le temps cycle des négociations s'allonge, que souvent des interlocuteurs sont de plus en plus surchargés aussi. Et donc, c'est important d'agir rapidement, d'essayer d'entretenir donc ces négociations pour réduire le temps cycle, mais d'être conscient que le temps cycle s'allonge. On a effleuré la question du troisième point, ça concerne parfois les difficultés d'approvisionnement. Ça se mesure dans les délais, dans les surcoûts parfois, et parfois même l'indisponibilité, notamment des composants électroniques qui autrefois, avant Covid, étaient pléthores et facilement disponibles. Pour le cas aujourd'hui. Ne le sont plus. Donc quand ils sont disponibles, on est prêt à payer plus cher. C'est comme ça qu'on a trouvé une solution pour la fabrication de nos contrôleurs pour des trackers livrés cet été. Mais parfois, ça peut impliquer un redesign électronique et le code, et ça serait compliqué aussi. C'est une force aussi pour ESLince qu'on conçoit nos propres cartes en interne et donc on n'est pas dépendant de partenaires à ce niveau-là externe. Donc on a la possibilité d'assez facilement, quand le jeu en vaut la chandelle quelque part, redesigner une carte électronique pour pouvoir l'adapter en fonction de la disponibilité des composants. Ouais. Et donc, justement, c'est une des raisons pour lesquelles le financement de WeSeed apporte des moyens pour justement anticiper des embauches et accélérer donc nos activités commerciales pour être capable justement d'engager pleinement donc les négociations pour essayer d'éviter la rallonger les délais comme j'ai évoqué. On est dans une conjoncture, comme j'ai évoqué, énergétique qui est très favorable à nos produits, à notre positionnement. Et aussi, après 10 ans, donc, on bénéficie d'un réseau de partenaires, de clients qui nous accompagnent, nous sollicitent et nous donnent des belles opportunités pour justement capter donc ces opportunités, voire même développer de nouveaux produits. Et on est même obligé de certaines fois dire non à certaines opportunités parce que voilà, on a besoin de se concentrer sur le développement de nos propres produits et qui sortent sur le marché et pas trop se diversifier. C'est ça. Super, merci messieurs. Du coup, on va clôturer le live sur votre réponse. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à partager aux WeSeeders présents en direct ou à ceux qui regardent le replay avant de se quitter. Oui, j'ajouterais que ça a beaucoup de sens pour nous de solliciter un financement via WeSeed, le crowdfunding. C'est dans nos gènes à la fois de développer, mais aussi d'être en relation, d'établir des contacts avec des acteurs, avec des personnes engagées. Nous avons un large actionnariat constitué de Friends and Family, plus de 50 personnes qui nous ont accompagnés depuis les débuts. Et c'est ce même type d'esprit et de proximité que nous cherchons via WeSeed. Merci pour votre écoute. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire sur le site. Super. Merci à tous les deux. Merci aux WeSeeders présents en direct. Pour ceux qui regardent le replay, enfin non, plutôt pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay devrait être disponible dès demain sur la plateforme. Et pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à consulter l'espace commentaire, les news qui ont été publiées jusqu'à présent et celles qui seront publiées jusqu'à la fin de la collecte. Et comme l'a dit Jay, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans l'espace commentaire. Jay, Étienne et les équipes WeSeed sont à votre disposition pour y répondre. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Et merci Maxime pour cette excellente animation. Merci et bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour un nouveau live Startup sur WeSeed. Merci. Au revoir. Au revoir.